dit souvent que les artistes doivent atteindre le point le plus bas de leur vie pour rejoindre certains sommets créatifs, de se perdre dans les abysses afin de rendre l'ascension jusqu'à la surface encore plus impressionnante. Hélas, il est facile de se perdre et de sombrer dans ce vide infini où le concept de lumière devient abstrait. Mais il peut arriver que les plus chanceux et les plus téméraires réussissent à se frayer un chemin hors du précipice pour rejoindre les rayons du soleil. C'est le cas du groupe dont on va parler aujourd'hui qui avait toutes les raisons de rejoindre le cimetière d'épaves qui compose le fond de nos océans, mais qui au final a su tirer de son désespoir une lueur si intense qu'elle éclairera même les zones où la lumière naturelle ne pouvait jusqu'ici plus pénétrer. Dans cette vidéo, je vais vous conter l'histoire de The Marias, véritable rescapé d'un naufrage qui aurait pu entraîner la disparition de l'un des groupes les plus prometteurs de notre génération. Notre histoire commence dans les Caraïbes, sur la petite île de Porto Rico, pays de naissance de notre protagoniste, María Sardoya. Véritable berceau de certains des styles musicaux latino-américains les plus populaires aujourd'hui, Porto Rico va jouer un rôle clé dans les références culturelles de notre future chanteuse. Pourtant, c'est très jeune qu'elle va quitter son île natale pour s'installer à Atlanta où elle passera une majeure partie de sa vie. Là-bas, elle développe sa passion pour le cinéma et la musique avant de réaliser que ses ambitions artistiques dépassaient très largement le cadre proposé par la Géorgie. María va donc faire ses affaires et déménager à Los Angeles où elle commencera à se produire dans des bars, et c'est comme ça qu'un beau soir, elle fera une rencontre déterminante pour le reste de sa carrière. Alors à ce moment pour María c'est un peu la routine, hein. Elle est payée une misère pour chanter, elle enchaîne les petites prestations dans l'espoir de se faire repérer, et au final son entrée officielle dans le monde de la musique va pas vraiment se passer comme elle l'imaginait. En fait un soir elle chantait au Kibitz Room, c'est un bar et une petite salle de concert située sur la Fairfax Avenue à Los Angeles, pas très loin de West Hollywood, et c'est ni un producteur, ni un chasseur de tête ou un manager qui va la repérer. C'est Josh Conway, un mec qui travaillait là-bas comme ingé son pour la première fois de sa vie, et en vrai Josh, bon petit crush sur María on va pas se mentir, le feeling passe très bien entre les deux, il se trouve que Josh aussi fait de la musique, donc ils vont vouloir commencer à composer ensemble, et en fait même là l'alchimie est folle. Et le plus beau dans tout ça, c'est que María et Josh vont tomber amoureux, donc ils vont très vite se mettre ensemble, et ils vont continuer à produire et à composer de la musique, mais cette fois-ci en couple. Tout se passe pour le mieux pour nos jeunes tourtereaux, à un point où Josh va rencontrer la famille portoricaine de María, et là c'est toute une culture qu'il se met à découvrir, ce qui va lui permettre par la même occasion de mieux comprendre et d'embrasser les références, notamment musicales de sa partenaire. Bon déjà le couple matchait énormément de base quand ils composaient à deux, mais maintenant que Josh a été introduit à toute la partie latino-américaine de l'identité de María, c'est une toute nouvelle palette artistique qui va s'ouvrir à eux. Et c'est en mélangeant leurs influences qu'ils vont réussir à créer un son qui leur est propre. On a d'un côté María qui est fan d'Erykah Badu, de Sade, de Julieta Venegas, de Nina Simone, le tout avec un héritage caribéen. Et de l'autre côté, on a Josh qui est fan de Radiohead, des Strokes, de Tame Impala, avec un héritage californien. Et rien que là, leur identité musicale saute aux yeux, et quand on connaît la musique du groupe, on peut clairement voir d'où viennent toutes les influences. Et oui, j'ai dit groupe parce que notre couple va pas se contenter d'une carrière en duo et va proposer à deux de leurs amis de se joindre à eux. Nous avons donc María Sardoya au chant, Josh Conway à la batterie et à la production, Jesse Perlman à la guitare et Edward James au clavier. C'est officiel, l'aventure de Marias peut enfin commencer. En novembre 2017, le groupe californien se dévoile officiellement au monde entier en sortant leur tout premier EP, Super Clean Volume 1, qui va presque instantanément les élever à une place prestigieuse sur la scène indépendante. Avec des morceaux comme I Don't Know You ou Only in My Dreams se hissant aujourd'hui aux côtés de leur plus grand succès, Super Clean Volume 1 annonce clairement la couleur et promet un avenir radieux pour The Marias. Mais ce premier EP va aussi servir à compenser, voire briser un complexe qui ronge María depuis quelques années. On l'a vu en début de vidéo, la chanteuse est née à Porto Rico et a très vite déménagé aux États-Unis, d'abord à Atlanta puis à Los Angeles, ce qui lui a fait développer une sorte de complexe identitaire. Sa langue natale n'est pas la langue officielle du pays dans lequel elle a grandi, pareil pour les coutumes, les traditions,
création, bref, pendant toute son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, Maria ne savait pas vraiment si elle devait se considérer portoricaine ou états-unienne. Mais le projet The Marias, et du coup le premier volume de Super Clean, va lui montrer qu'il est possible d'embrasser ces deux parties de son identité, en la laissant chanter en anglais et en espagnol, et en mélangeant des sonorités dream pop et rock à des compositions plus traditionnelles portoricaines. Et ce mélange d'influences, justement, c'est ce qui va permettre au groupe de se démarquer du reste de la scène alternative, de se trouver une fanbase dévouée et surtout très éclectique. Moins d'un an après la sortie du premier volet, The Marias va partager la suite de cette mini-saga Super Clean, toujours dans la continuité du volume 1, nous proposant un brassage d'influences et des productions toutes plus léchées les unes que les autres. Ce volume 2 va être la confirmation pour le groupe que l'héritage culturel caribéen de leur leaders est un véritable atout à ne pas négliger en ce qui concerne les raisons de leur succès. Cariño en est d'ailleurs le parfait exemple puisqu'il s'agit d'une chanson alternant entre anglais et espagnol sur des sonorités allant du rock alternatif à la pop tout en incorporant des éléments de latin jazz. C'est un peu le premier morceau qui résume à la perfection ce qu'est le son à la The Marias et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui l'un de leurs plus gros succès. Cariño va marquer un tournant dans la carrière du groupe puisque le morceau va leur permettre de vraiment s'ancrer à l'international et on a parlé des influences au niveau du choix des productions mais l'une des marques de fabrique de The Marias c'est la voix de Maria qui chante presque de manière chuchotée, ce qui vient emphaser tout l'aspect planant de la musique du groupe. Vous ajoutez à ça un petit peu de reverb, des compositions parfois ambiantes, parfois pop, parfois rock, parfois latine, du chant en anglais ou alors en espagnol, et vous avez la recette miracle du groupe californien. Il faut noter qu'avant que The Marias ne publie leurs deux premiers projets, Josh Conway a travaillé pour la télévision et le cinéma en tant que compositeur, ce qui va beaucoup l'aider à apporter une dimension visuelle à la musique du groupe, accentuée par la passion qu'a Maria Sartoya pour le 7e art. C'est d'ailleurs quelque chose qui sera retranscrit dans les clips de The Marias où un soin particulier est apporté à la photographie, au choix des couleurs, à l'éclairage, à la composition des plans, et ce depuis leur premier single. D'ailleurs vous remarquerez dans leur premier visuel l'omniprésence du rouge, souvent utilisé comme symbole de l'amour, servant ici à illustrer le feu ardent qui brûle entre Josh et Maria, tous deux particulièrement mis en avant comparé au reste du groupe. Grâce au succès des volumes 1 et 2 de Super Clean, The Marias vont s'émanciper de la scène indépendante et signer chez Atlantic Records en 2021, qui va leur apporter l'encadrement et les financements nécessaires à la réalisation d'un projet plus ambitieux. Le groupe va alors se baser sur leur expérience accumulée depuis 2017 pour donner naissance à un disque qui leur permettrait officiellement de s'implanter et de s'imposer en tant que leader de la nouvelle scène alternative. The Marias publie alors en avril 2021 un teaser introduisant leur fanbase à ce qui semble être un medley de morceaux qui composeront leur prochain album. Le visuel est encore une fois très travaillé et bourré de métaphores. On y voit Maria seule dans un lit au milieu du désert, la couleur rouge est toujours présente, notamment sur ses fauteuils sortis tout droit des salles obscures. C'est officiel, après plus de 4 ans en indépendant à se restreindre aux EP et aux singles isolés, The Marias s'apprête à sortir un premier album qui va changer le cours d'une carrière qui semblait déjà toute tracée. Le 25 juin 2021 sort Cinema, le premier album studio du groupe californien, un projet de 13 titres nous proposant le meilleur de The Marias tout en nous introduisant à de nouvelles sonorités, davantage upbeat avec des compositions beaucoup plus prononcées. Le Spanglish est évidemment au rendez-vous, les basslines envoûtantes sont de sortie, les riffs de guitare électrique répondent présents à l'appel. Dès sa sortie, Cinema s'impose déjà comme l'un des projets les plus complets des années 2020. On sent à quel point les deux volumes de Super Clean ont été nécessaires pour construire l'identité de The Marias, que ce soit visuellement et musicalement, parce qu'ils débarquent avec un disque qui donne clairement l'impression qu'ils maîtrisent leur art à la perfection, et c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Tout est très bien écrit, produit, séquencé, on passe d'une sonorité à une autre sans avoir l'impression d'être bousculé, et tout ça, ça a un lien direct avec le titre de l'album. Comme mentionné précédemment, Maria est une amatrice de cinéma. Elle cite Pedro Almodóvar, reconnu pour sa photographie colorée, ainsi que Wes Anderson et ses décors épurés et symétriques comme ses plus grosses références. Et on va d'ailleurs retrouver quelques hommages à chacun de ces réalisateurs dans les visuels qui vont accompagner l'album. Mais si le premier disque des Marias s'intitule Cinema, c'est aussi car il est construit comme un véritable film audio, et le thème dominant de ce court-métrage, c'est l'amour, et plus précisément la relation entre la chanteuse et le batteur du groupe. Pendant ces presque 40 minutes, nous allons suivre les états d'âme du couple à l'origine de la création du projet The Marias. Entre passion, doute, découverte, déception et tension sous toutes leurs formes, Cinema explore toutes les thématiques alimentant le feu brûlant entre Josh et Maria. Forget about it. Got you running in circles, I know.
Et tout cela est annoncé dès la cover du projet, sur laquelle Maria baigne dans la dominance rouge du décor, pensive et accompagnée d'un signe, véritable symbole de l'amour. Comme tout bon film, Cinéma s'ouvre avec une très belle intro instrumentale qui s'appelle Just a Feeling et qui vient poser une atmosphère très chaleureuse et très onirique. C'est complètement à l'image du teaser où on voyait Maria dans un lit au milieu du désert. Puis on va se retrouver projeté à l'intérieur de l'univers de l'album grâce à Calling You Back qui s'ouvre sur l'aboiement d'un chien, ce qui nous sort un peu brutalement de cette espèce de rêve que représentait l'intro. Puis la production percutante du morceau arrive comme pour contrebalancer l'ambiance de Just a Feeling qui laissait supposer que l'amour n'est que calme et tendresse. Parce que oui, la première partie de l'album se base sur les je t'aime moi non plus des deux protagonistes, parfaitement incarnés sur Hush, le lead single de l'album. L'intégralité de Cinéma est basée sur les dynamiques de cette relation mi-passionnelle et mi-conflictuelle, qui sera d'ailleurs exprimée via la présence ponctuelle de Josh au chant, dont les apparitions semblent avoir été pensées pour répondre à Maria et contrebalancer son propos. Mais l'album va quitter momentanément son aspect houleux pour retomber dans l'adoration pure via All I Really Want Is You, suivi de très près par l'interlude Hable con ella, une instrumentale rendant hommage au film éponyme de Pedro Almodóvar, utilisant le son des trompettes pour mettre l'album en suspens. Et puis on arrive au cœur de l'album avec des morceaux comme Spin Me Around ou Un Million qui vient puiser ses influences dans le reggaeton pour un peu réancrer les origines portoricaines de la chanteuse. Mais pour moi, le morceau qui englobe à la perfection l'identité de The Marias, en tout cas à ce moment de leur carrière, c'est Heavy. C'est celui qui exprime le mieux la thématique de l'album en abordant l'amour de façon non binaire. On retrouve tout l'aspect du questionnement, des doutes, des insécurités, mêlé à une forme de passion aveugle, le tout sur des couplets upbeat avec une bonne bassline et un refrain planant où la production et la voix presque chuchotée de Maria forment un ensemble juste magique. Et l'histoire derrière cette chanson, c'est que Josh a montré à Maria la photo d'une femme au milieu du désert et lui a demandé si ça lui inspirait quelque chose. La chanteuse a commencé à fredonner et à écrire quelques paroles et ça a donné naissance à Heavy qui allait devenir, sans le savoir, le thème visuel et musical de Cinéma. C'est ce qui va nous emmener tranquillement vers la partie finale de l'album qui s'éloigne du thème de l'amour pour aborder des sujets liés à l'anxiété comme sur The Mice Inside This Room qui parle des insomnies et des peurs qui traversent l'esprit de Maria en pleine nuit. On a To Say Hello qui vient conclure tout l'arc de crise identitaire de la chanteuse en la faisant affirmer haut et fort son attachement à Los Angeles. Puis arrive Fog as a Bullet, une chanson au sujet doux amer inspirée du décès de Kobe Bryant et de sa fille. Le point de départ de cette chanson, c'est la fascination qu'a eu Maria un matin pour la brume qui couvrait les hauteurs de Los Angeles. Elle y trouvait une forme d'hypnose et de réconfort, et là c'est cette même brume qui sera responsable du crash d'hélicoptère de Kobe Bryant 2 jours plus tard. Fog as a Bullet, c'est l'expression de la relativité de la beauté. Cette même chose qui vous anime peut devenir ce qui causera votre perte. Et quand on y réfléchit bien, c'est un peu une mise en abîme de l'amour et de ses conséquences, et cela permet d'embrasser tout ce que Cinéma essaye de nous raconter depuis le début. L'album va se terminer sur un morceau majoritairement spoken word qui s'appelle Talk to Her. C'est une sorte de lecture du journal que Maria entretient quand elle part en tournée. En fait, ça lui permet d'extérioriser ces longues périodes loin de chez elle qui peuvent être émotionnellement très difficiles à gérer. Et le morceau vient apporter cet aspect grand final propre au cinéma pour conclure la narration de l'album et emphaser sur toute la sensibilité qu'il parcourt depuis le début. Bref, Cinéma, c'est un album extrêmement important pour la scène alternative. C'est un projet ambitieux qui vient un peu repousser les limites des genres qu'il aborde, et c'est surtout un disque qui va permettre à The Marias de s'ancrer pour de bon dans le paysage musical. La production de Cinéma est tellement soignée que l'album sera nominé aux Grammys dans la catégorie Best Engineered Album Non-Classical, confirmant que le groupe ne bénéficie désormais plus simplement que du soutien de leurs fans, c'est toute une académie et une industrie qui leur accordent leur approbation. Quelques mois après la sortie de leur premier disque, les Marias vont participer aux iconiques Spotify Singles, une session d'enregistrement organisée par la plateforme de streaming proposant aux artistes de recomposer 2 morceaux. Et pour cet exercice, The Marias sélectionne Hush, le lead single de Cinéma, ainsi que Dakiti, le plus gros succès de la carrière de Bad Bunny. Cet événement va rapprocher le groupe du rappeur portoricain qui bossait justement sur son 4e disque, un projet estival rendant hommage à ses étés sur les plages de San Juan. Ne souhaitant inclure que des artistes originaires de son île natale, Bad Bunny va proposer à The Marias de faire partie de l'aventure et de l'accompagner sur la phase B de Un Verano Sin Ti sur le magnifique Otro Atardecer.
Et puis les mois vont passer, The Marias se font de plus en plus discrets, leurs apparitions se font vraiment rares, à un point où les fans se demandent ce qui est en train de se passer. On aura droit à une apparition timide sur un single de Kuko et sur l'album de Tiny, mais c'est globalement tout ce qu'on va avoir pendant 2 ans. Et la raison derrière cette absence soudaine, c'est que depuis 2022, The Marias avaient décidé de se séparer et d'arrêter leur aventure commune. Évidemment, ce choix brutal n'est pas un hasard puisque le point de départ de la dissolution du groupe est lié à la rupture entre Josh Conway et Maria Sartoia. En effet, courant 2022, le couple à l'origine de la création du projet The Marias décide de mettre un terme à leur relation, venant briser l'équilibre d'un groupe qui venait seulement de se remettre des émotions d'un début de carrière haut en couleur. Et à ce moment, dans la tête de Maria, l'aventure avec ses 3 compères était morte et enterrée. The Marias n'était plus qu'un lointain souvenir. Breakups are so painful. I mean, so painful that I'm kind of like, is love worth the pain? Et puis, par on ne sait quel tour de magie, le groupe a décidé de se reformer, d'écrire un nouvel album qui leur permettrait d'extérioriser ces mois de souffrance et de questionnement. Et contre toute attente, 3 ans après la sortie de leur premier disque, The Marias annonce l'arrivée de son frère cadet prenant le contre-pied narratif total de son prédécesseur. Fini l'amour, la chaleur, la passion et le désir, bienvenue dans l'environnement froid, spacieux et aquatique de Submarine. Il faut quand même se rendre compte de la force mentale qu'il faut pour se mettre à rebosser avec son ex seulement quelques semaines après la rupture. Après vous me direz, il y a des classiques qui sont nés comme ça. Bon, coup de bol pour The Marias, ça n'avait pas atteint ce genre d'extrême. On est plus sur une situation à la No Doubt quand Gwen Stefani s'était séparée de Tony Kanal avant de continuer à travailler sur ce qui deviendra l'un des albums les plus importants du groupe. C'est exactement ce que Josh et Maria ont décidé de faire en 2023 pour créer un album qui serait à l'image de leur état d'esprit. Bon, évidemment, c'est pas quelque chose qui a été simple dès le début, c'est d'ailleurs très bien raconté sur le morceau Echo où Maria parle d'à quel point c'était difficile pour elle de passer à autre chose. C'est vraiment le morceau qui décrit cette période de post-rupture où tu remets tous tes choix en question, et c'était un sentiment qui était partagé par tout le reste du groupe au moment de leur réunion. Mais la chanson qui a marqué un tournant dans la dynamique du groupe et qui leur a fait comprendre qu'il serait peut-être temps d'aller en thérapie, c'est Run Your Mouth, qui sera d'ailleurs utilisé comme single de promotion de Submarine. Run Your Mouth, c'est le morceau règlement de compte dans lequel Maria exprime la façon dont les non-dits et le manque de communication peuvent mener un couple qui pensait passer sa vie ensemble vers la fin de son histoire. Il s'agit là de l'un des premiers morceaux qui a été enregistré suite à la rupture entre Maria et Josh. Il est né d'un environnement conflictuel au sein duquel aucun des deux parties ne souhaitait accepter l'inconfort omniprésent. Le but commun, c'était la musique, et c'est ce que The Marias a priorisé avant de se rendre compte que mettre les choses à plat et travailler sur leur individualité une bonne fois pour toutes était la clé de la réussite. Il y avait une étape fondamentale que le groupe, et plus spécifiquement l'ancien couple, avait inconsciemment décidé de sauter pour éviter toute gêne, c'est celle de la confrontation et de l'acceptation de leur situation. Ah bah oui, c'est facile de dire ok, on refait de la musique ensemble, mais bien on parle pas trop de l'éléphant au milieu de la pièce, mais ça marche pas comme ça en fait. Du coup, The Marias va prendre la décision de se séparer géographiquement pendant quelques temps pour qu'ils puissent un peu se retrouver seuls et surtout digérer tous ces nouveaux changements. Josh va partir visiter de la famille un peu partout en Europe, Maria va retourner à Porto Rico où elle va devoir gérer quelques complications familiales. Il va se passer en tout presque 2 mois, alors ok c'est pas énorme, mais ça va être suffisant pour que The Marias ait une toute nouvelle dynamique et puisse se remettre à travailler dans de bonnes conditions et commencer à écrire certaines de leurs plus belles chansons. Et c'est là qu'on va pouvoir parler de l'univers sonore de ce deuxième album studio. Là où cinéma se voulait chaleureux, que ce soit au travers de son thème visuel, de ses productions ou de chaque apparition de Maria semblable à de véritables étreintes, Submarine va opter pour une ambiance aussi froide et atmosphérique que le fond des océans. Cela passe par l'utilisation de bruits ambiants, par un choix de production très aéré avec beaucoup de reverb, des instruments distordus et surtout encore une fois par l'atout principal du groupe, la voix de Maria elle aussi utilisée de façon à donner une impression d'écho.
Son chant paraît aussi proche que lointain et diffuse une sorte de froid glacial sur toute la tracklist. Un froid si glacial qu'il finit par se transformer en source de chaleur symbolique de la narration qui parcourt Submarine. Écouter ce deuxième album, c'est comme avoir l'occasion de plonger la tête sous l'eau avec un casque sur les oreilles, vous permettant d'entendre les compositions du groupe perdues dans le vide abyssal du fond des océans. Le choix du thème aquatique est hyper intéressant puisque Submarine c'est tout simplement le récit de la rupture entre Josh et Maria couplé à la renaissance du groupe. L'océan sert de toile de fond sur laquelle The Marias va pouvoir nous raconter le parcours douloureux qu'a été la reformation du collectif et la conception de ce deuxième album. Et d'ailleurs si vous regardez bien, l'album est construit à l'envers puisque Ride, le premier morceau de la tracklist, fait surgir The Marias des profondeurs grâce à une production très chargée, une guitare électrique et une voix saturée. C'est un peu comme s'ils étaient lancés à toute vitesse dans un vaisseau censé les amener hors de l'eau. Mais sur la fin du morceau, la production va devenir de plus en plus confuse jusqu'à se retrouver complètement noyée, un peu comme si le vaisseau du groupe s'était écrasé, laissant sombrer les membres de The Marias au cœur de l'océan. Et c'est hyper intéressant d'avoir fait ce choix parce que ça illustre très bien ce qu'on disait tout à l'heure autour de la précipitation qu'a eu le groupe autour de leur reformation post-rupture. Ils ont voulu accélérer le processus de guérison en se remettant à faire de la musique très vite sans se rendre compte qu'ils allaient tout droit vers le crash s'ils prenaient pas le temps de poser les choses. C'est pour ça qu'après que la production de Ride se fasse engloutir par le fond des océans, on se retrouve dans un univers beaucoup plus ambiant, et c'est là que le morceau Hamptons commence en imitant le bruit d'un radar de sous-marin. C'est donc à partir de là que Submarine, à l'image du groupe, va décider de se poser pour prendre le temps de nous conter son histoire. On se retrouve alors aux côtés des Marias, coincés dans une fragile carcasse de fer parcourant le fond des océans, dans l'espoir d'un jour pouvoir rejoindre la surface. Vous l'aurez compris, c'est évidemment une métaphore du processus post-rupture des deux leaders du groupe. Submarine va se diviser en 4 axes narratifs, tous reliés au thème principal du deuil d'une relation amoureuse. Comme on l'a vu juste avant, la première partie de l'album va être consacrée aux reproches et à la colère qui animent les deux protagonistes. On l'entend sur Hamptons, Echo et Run Your Mouth notamment, et c'est d'ailleurs les morceaux avec les productions les plus upbeat de l'album. Le deuxième axe narratif va prendre le parti de la confusion, où Maria est partagée entre le fait d'accepter sa rupture tout en ayant toujours des sentiments pour Josh. Elle se questionne sur comment va se passer leur prochaine rencontre, bref c'est un peu le chapitre point d'interrogation du projet, qui va être abordé sur Real Life, Paranoia ou Blur avec sa production très bordélique. Mais c'est surtout sur Lejos de Ti que cet aspect trouble va vraiment être mis en valeur, avec une Maria partagée entre le manque, les souvenirs et l'incompréhension, tout en commençant à accepter que la rupture était la meilleure des décisions. Lejos de Ti va donc permettre de nous introduire petit à petit vers le troisième axe principal de l'album dédié à l'acceptation. Cela concerne les morceaux Love You Anyway et I No Puedo dans lesquels Maria reconnaît qu'elle ressentira toujours une forme d'amour éternel envers son ancien partenaire malgré leur séparation. En réalité, elle s'auto-persuade de la rationalité de leurs décisions tout en admettant souffrir de ses répercussions. Et c'est là que ça devient hyper intéressant parce que la plupart des albums ou des récits qui parlent de rupture vont opter pour une narration avec happy ending en respectant bien les 5 étapes du deuil que vous connaissez très certainement. L'un des meilleurs exemples de la musique populaire, c'est évidemment Lemonade de Beyoncé, qui respecte de manière très scolaire chacune de ces étapes. Mais ici, sur Submarine, l'acceptation sert juste de virgule pour nous emmener vers sa conclusion, qui n'est pas aussi joyeuse que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est un projet qui a servi d'exutoire pour le groupe, notamment pour Maria, qui a pu mettre en chanson tout ce qui l'a traversé depuis sa rupture. Et quand on lance le projet, comme on l'a vu tout à l'heure avec Ride, on peut se dire que la ligne directrice de Submarine, ça va être la rédemption du groupe, des abysses jusqu'à la lumière du soleil, bref. Et pourtant, c'est pas vraiment ce qui va se passer, puisque la dernière partie de l'album va donner vie à certains des morceaux les plus tristes de la discographie de The Marias. Nous
Nous arrivons alors sur la partie finale de Submarine, teintée de chansons mélancoliques donnant un sens plus profond au bleu dominant la direction artistique du projet. C'est évidemment No One Notice qui apparaît comme un ultime appel à l'aide de Maria coincée dans une relation la faisant se sentir invisible. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette notion d'invisibilité s'étend jusqu'à la conception même de la chanson. The label kept asking us for like tempo, 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 like we want people to dance, like we want a Maria's up-tempo song, and this was not that. So it just kind of went on the back burner for a while. I want to say like a year later, I remembered this song. I sent it to the label and they were still like, this song is interesting, but like we need the tempo. I was upset. I was like kind of pissed. I was like, you know what? I'm just gonna do whatever. And I leaked it. And then the fans found it, uploaded it on YouTube, put it as a podcast on Spotify, and they just like really gravitated towards it, which made me really happy because the song is called No One Noticed. And it kind of went through this iteration of like nobody noticing the song for what it was. Then the fans noticed how special I thought it was. So it like became our song, and then finally it made its way onto our album Submarine. Et si les fans se sont autant intéressés à ce morceau, c'est tout simplement parce que No One Notice, c'est la chanson la plus The Marias du groupe. On retrouve la voix fragile et planante de Maria, une production atmosphérique avec une très bonne utilisation de la reverb sur chacun des instruments qui la composent, et surtout une sensibilité rarement égalée au niveau de son écriture. C'est un morceau que l'on pourrait séparer en deux parties, autant au niveau de sa composition que de sa thématique. La chanson commence par un état des lieux de l'esprit de Maria ne se sentant pas comprise, pas regardée ni considérée dans sa relation. Mais là où No One Notice devient terriblement touchante, c'est dans sa dualité entre résignation et assujettissement que le bridge met parfaitement en avant. Et c'est cet attachement qui va dominer la deuxième moitié du morceau avec un refrain répété symbolisant l'obsession dans lequel Maria semble prête à tout pour partager un ultime souvenir avec celui qu'elle aime, le tout donnant naissance par la même occasion à l'un des morceaux les plus tristes de la carrière du groupe. No One Notice, de par sa justesse déconcertante, va atteindre le cœur des fans qui vont faire de cette chanson originellement rejetée par le label le plus gros succès de The Marias à ce jour. À tel point que deux versions étendues du morceau joué par le groupe pendant la tournée sortiront en single quelques mois plus tard. Mais No One Notice, dans le cadre de Submarine, nous ouvre surtout le dernier acte narratif de l'album, consacré au regret et à la nostalgie, détruisant ce qu'il reste du fragile sous-marin qui protégeait le groupe de l'obscurité du fond des océans. Even when I dream you were next to me, I can't fall asleep. If Et à ce sujet, c'est là qu'arrive If Only, le morceau le plus triste et le plus personnel de l'album. Maria, simplement accompagnée d'un piano et d'une trompette, nous conte sa peur de l'après, de ce qu'il se passera une fois séparée de la personne qui partage sa vie depuis plusieurs années. La chanson exprime la difficulté de se confronter à la réalité, mais également la nécessité de le faire, avec une Maria essayant de fuir sa douleur par le sommeil, en vain. If Only sert en réalité de piqûre de rappel pour la chanteuse. Fuir ne fera que reporter sa douleur. La solution est de laisser le temps faire les choses pour que la nostalgie découlant de sa relation achevée se transforme en un souvenir positif comme un simple fragment de ce qui constitue son identité. please tell me not to go. We've been here long before. I live under your eyelids. I'll always be yours. Submarine nous propose donc un voyage au cœur des abysses et fait de nous de véritables spectateurs de la reconstruction d'un groupe que la vie avait détruit.
Si l'on pouvait s'attendre à une remontée vers la surface au fil de la tracklist, le deuxième album studio de The Marias va en réalité garder ce ton froid et morose caractéristique du fond des océans. C'est d'ailleurs ce qui est illustré au travers du titre de l'album, Submarine ou Sous-marin en français, symbolisant à la fois le thème du voyage ou du trajet, mais exprimant par la même occasion l'état de vulnérabilité du groupe perdu dans les profondeurs de notre planète bleue. Et pourtant, malgré la dangerosité de l'environnement dans lequel a été composé l'album, il y a une forme de beauté qui s'en dégage, comme c'est cette fois-ci illustré sur la cover prenant le contre-pied total de celle du précédent projet du groupe. Maria, toujours située au centre de la pochette, baigne cette fois-ci dans le bleu, couleur de l'eau, mais surtout symbole de la mélancolie. Cette décision a été inspirée du film 3 couleurs bleues de Kieslowski, un long métrage sur le deuil dans lequel la question des relations humaines est centrale à la narration et contrebalance l'isolement caractéristique du malheur. Et justement, au lieu de plonger complètement leur chanteuse dans l'obscurité des abysses, The Marias va faire le choix du faisceau lumineux, attirant le regard de la protagoniste pour symboliser l'espoir et la direction à suivre pour se sortir de la noirceur des profondeurs. Et c'est là qu'arrive Sienna, qui vient un peu porter le coup fatal à un album jusqu'ici déjà bien trop mélancolique. C'est une chanson dans laquelle Maria va se remémorer tous les bons moments passés avec Josh, mais surtout les rêves inachevés qu'implique la séparation. Et ces rêves inachevés, ils sont incarnés par Sienna, qui est le nom que les deux protagonistes auraient donné à leur enfant s'ils avaient pu en avoir un ensemble. Sienna, comme beaucoup d'autres fantasmes, ne verra donc pas le jour, et c'est sur cette note douce amère que va se terminer l'album. C'est donc dans un dernier exercice mélancolique que Maria va clôturer la narration de Submarine, un album aussi dévastateur que thérapeutique pour un groupe cherchant à revenir du point le plus bas de leur existence. Sienna joue le rôle de catalyseur en faisant disparaître toute trace d'animosité, de façon à ce que seul le songe et la beauté dominent en cette fin de projet. La production reprend la construction d'un No One Notice gagnant en intensité au fur et à mesure que le morceau avance, à l'image d'un dernier au revoir au travers duquel ressurgissent tous les souvenirs et toutes les émotions rattachées à une relation que la vie s'est permis d'engloutir et de submerger. And I smile when I think of all the times we had on the beach in the winter when the waves are mad down by the water, crystal clear. See your face in the forest, then it disappears. The Marias a l'une des histoires les plus touchantes de la musique contemporaine et c'était hyper important pour moi de vous la raconter au travers de leur discographie qui a fait que suivre leur état d'esprit au fil des années. Et je suis surtout très admiratif du travail qui a été fait sur Submarine, déjà musicalement, c'est un des albums les mieux produits sortis ces dernières années. Il y a une justesse dans son écriture et dans son ambiance générale que je trouve absolument folle, mais aussi sur tout le plan storytelling parce que sans cet amour commun pour la musique et cette alchimie naturelle, The Marias serait devenu un lointain souvenir de la scène alternative. Pourtant, malgré des événements qui auraient mené n'importe quel collectif à sa dissolution, The Marias a su rester soudés pour donner vie à la meilleure musique qu'ils n'ont jamais créée. Et alors que 3 ans d'absence et de silence séparent cinéma de Submarine, leur retour a été un véritable succès, que ce soit sur le plan critique et commercial. The Marias s'émancipe officiellement d'une scène indé plutôt niche pour enfin réaliser avec certains des plus gros noms d'industrie, tout en conservant leurs racines et leur identité. Ce qui les différencie, c'est que leur recette n'a pas changé, elle s'est simplement adaptée pour que leur vécu soit le plus merveilleusement accompagné. Aujourd'hui, The Marias tourne dans le monde entier, enchaîne les plateaux télé et les festivals, en témoignent d'ailleurs leurs magnifiques prestations sur la mythique scène de Coachella. Le groupe a ensuite sorti un double single, Back to Me et Nobody Knew, issu des sessions d'enregistrement de Submarine, reprenant par la même occasion la narration mise en suspens sur l'outro de l'album. Un nouveau succès qui vient confirmer l'engouement autour du groupe, désormais plus que jamais lancé vers une réussite que plus rien ne semble pouvoir arrêter. Sans compter la sortie de Melt, le premier album studio solo de Maria sous le nom Not for Radio, qui fait une fois de plus briller le talent indéniable de la chanteuse et l'émancipe par la même occasion du reste du groupe. On dit souvent que les artistes doivent atteindre le point le plus bas de leur vie pour atteindre certains sommets créatifs, de se perdre dans les abysses afin de rendre l'ascension jusqu'à la surface encore plus impressionnante. C'est loin d'être une obligation, mais c'est ce qu'il s'est passé pour The Marias, qui après avoir été expulsés de la fragile carcasse de leur vaisseau aquatique, ont su, à la seule force de leur volonté, braver le froid et l'obscurité des fonds marins pour espérer dans un futur proche profiter pleinement des rayons et de la chaleur du soleil californien.